C'est vraisemblablement le corps de Katusha, l'ex-mannequin égérie d'Yves Saint Laurent disparu depuis le début du mois, qui a été découvert cet après-midi dans la Seine, sous le pont du Garigliano, dans le 16e arrondissement. Dans la nuit du 31 janvier 2008, Katusha Nyan, surnommée la princesse Pearl, a disparu. Elle est l'un des premiers mannequins incontournables des années 80 à avoir défilé pour les plus grands couturiers renommés de ce monde. Après s'être rendue à une soirée avec ses amis, elle n'a plus donné signe de vie. Le 28 février 2008, son corps a été découvert gisant dans la Seine, à moins de 5 km de son lieu de résidence. Accident ou crime? Voici l'histoire d'une guerrière au destin tragique que la mort a emporté à seulement 47 ans. Écoutez-moi, écoutez tous. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc guys, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder une thématique que j'aime bien aussi sur la chaîne. Ce sont les true crime, mais basés plutôt sur l'Afrique ou sur la communauté noire en général. Pour l'instant, peut-être que je vais aborder d'autres communautés dans le monde, mais pour l'instant, je me concentre sur la communauté noire parce que c'est la communauté où il y a très peu de vidéos, je dirais, à propos de tout ce qui est fait divers ou true crime en général. Et donc l'affaire d'aujourd'hui, elle m'a beaucoup marquée. Je l'ai découverte il y a même pas un mois, je ne le connaissais pas du tout. D'ailleurs, ça m'étonne quoi, alors que tout ce qui est monde de la mode, j'adore, mais je ne connaissais pas. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire avant cette vidéo, ben voilà. Tristement, je vais vous la faire découvrir et pour ceux qui connaissaient déjà, c'est pour vous remémorer l'histoire et pour que sa mémoire continue de vivre. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui, en mémoire de Katusha Nyan et de sa famille aussi, en hommage à sa famille. Et donc, comme c'est dans le monde de la mode et que j'adore la mode, même si la vidéo que je vais aborder, elle va être très triste, permettez-moi d'abord de vous parler de notre sponsor du jour parce que la marque Analuisa sponsorise cette vidéo. Donc c'est la troisième fois que je collabore avec cette marque et je crois qu'il y a une histoire d'amour qui se crée entre nous, qui grandit entre nous. Et en parlant d'amour d'ailleurs, la Saint-Valentin approche guys. Qui dit Saint-Valentin, dit love love, dit cadeau. Et donc sur le site d'Analuisa en ce moment, il y a une grosse promo sur tout le site. Donc quand vous achetez un bijou, le second est à moins 40%. Donc si vous n'avez pas encore eu d'idée cadeau pour votre moitié, pour votre dulciné, pour l'élu de votre cœur, n'hésitez surtout pas you guys. C'est une marque qui se veut encore une fois écolo, qui respecte beaucoup la nature. C'est une marque américaine qui est basée à Brooklyn, à New York. Ils font des bijoux en fait en petite quantité, ce qui fait qu'il n'y a pas de gaspillage. Et ils utilisent de l'or 14 carats avec d'autres alliages tels que l'argent sterling. Et je confirme parce que je porte tout le temps leurs bijoux. Ça ne s'oxyde pas, je me douche avec, je dors avec. Et donc ils m'ont envoyé ce magnifique collier, c'est Amos. J'aime bien le nom d'ailleurs. Et ils m'ont envoyé cette paire de boucles d'oreilles trop chouki. Et aussi ils m'ont envoyé un autre collier que je pouvais pas mettre avec celui-là. Celui-là je l'adore. Il est discret mais en même temps ça reste voyant, c'est classe. Et moi j'adore tout ce qui est un peu classe quoi. Donc l'autre collier c'est celui-là. Il est trop beau aussi. Et je vais en profiter pour vous montrer l'arrière, comment ça s'attache. Vous avez deux réglages en fait pour attacher et ça c'est génial en fait pour vous permettre de régler l'hauteur. Donc voilà you guys, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site d'Analuisa qui est disponible en barre d'infos. Et sachez aussi que mon code promo CharlineMBD10 fonctionne toujours, donc pas pour la promotion Saint-Valentin mais tout au long de l'année, donc vous pouvez aussi l'utiliser. Donc voilà you guys, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Analuisa de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et aborder le cas Katusha Nyan. Katusha ou Kadiatou Nyan de son vrai nom est née le 23 octobre 1960 à Conakry en Guinée. Elle est la fille de Djibril Tamsir Nyan, un écrivain et historien guinéen, et de Adja Aïssatou Diallo. Katusha a 4 frères et sœurs.
En tout, ils étaient 5. Elle était issue d'une famille d'érudits assez aisée et avec un parcours vraiment remarquable. Par exemple, de son vivant, son père, il était engagé dans l'éducation et dans la recherche historique en Guinée. Il était spécialiste de l'histoire médiévale africaine. Il a même été professeur émérite à l'université d'Howard aux États-Unis ainsi qu'à l'université de Tokyo au Japon. Il a publié plusieurs ouvrages, mais le plus connu qu'il a publié c'est Sundiata ou l'épopée mandingue, qui raconte comment l'empire du Mali a été fondé par le roi Sundiata Keita. Mais également, parmi les frères et sœurs de Katusha Nyan, ils avaient tous en fait un parcours remarquable. Il y en avait un qui était journaliste, il y en avait une autre qui était actrice et écrivaine. Donc ça n'a rien d'une famille ordinaire africaine en fait. Quand elle était petite, Katusha semblait vivre dans la quiétude, la joie et l'insouciance, entourée de ses parents érudits et aimants, mais aussi de ses frères et sœurs. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce qu'un événement traumatisant ne mette fin à cette bulle paisible dans laquelle elle évoluait. Et cet événement traumatisant, c'était la conformité à certaines traditions barbares et désuètes. Son univers a basculé lorsqu'elle a subi l'horreur de l'excision à seulement 9 ans. Clairement, l'excision, c'est quoi? C'est la mutilation de la partie génitale féminine et il y en a plusieurs types. Ça consiste en fait à faire une ablation partielle ou totale des organes génitaux chez la femme, les organes génitaux externes, ou plutôt chez les petites filles parce que ça se pratique surtout chez les petites filles et les adolescentes. Et l'excision, en fait, ça se fait à des fins non médicales. Dans certains pays, ils font ça pour contrôler la sexualité de la femme et donc son plaisir. Je dirais pas le mot pour ne pas être muté par YouTube, mais vous comprenez. Dans certains pays, ils le font pour ça. Ou pour perpétuer la tradition afin de faire vivre en fait une certaine identité culturelle. Et Katusha, elle a décrit en fait tout son ressenti et son calvaire durant cette journée cauchemardesque dans son livre qu'elle a sorti plus tard. Et ce livre en fait s'intitule Dans ma chair et j'ai trouvé un extrait de ce livre qui décrit justement cette journée. Donc nous sommes en 1969 à Conakry et Katusha, qui s'appelait encore Kadiatou à l'époque, pensait qu'elle allait passer une journée agréable parce que sa mère lui a promis à elle ainsi qu'à ses sœurs de faire une sortie cinéma entre filles pour aller voir 4 garçons dans le vent. C'est un film britannique en fait qui retrace l'histoire des Beatles. En vérité, elle ne verra jamais ce film au final. À la place, sa mère en fait l'avait conduite, elle ainsi que ses sœurs, dans un immeuble qui n'avait rien à voir avec un cinéma. Sa mère les a emmenées chez leur tante, qui était médecin. Elles l'ont conduite dans la salle de bain et lui ont dit d'écarter les cuisses, sans lui expliquer pourquoi. Légèrement inquiète, la petite Kadiatou s'exécute quand même. Elle monte, elle s'allonge, écarte ses cuisses et détourne les yeux ailleurs. Et là, une douleur immense, intense, brutale la submerge. Et elle va dire en ses propres mots, on dirait qu'on m'arrache les jambes, le ventre. Ça monte jusqu'au bras, au cou, à la tête. Je hurle, je saigne, mon corps se tord dans tous les sens. Je suis morte. Je n'ose même pas imaginer la souffrance qu'elle a dû endurer. D'ailleurs, en ce sens, Katusha va déclarer lors d'un interview qu'elle ne s'est jamais vraiment en fait remise de ce traumatisme. Et comme elle le dit, en fait, c'est depuis ce jour où elle a subi l'excision qu'elle est devenue rebelle. Et elle va le rester toute sa vie. La fêlure, en fait, elle a commencé lorsqu'on l'a excisée et elle a mis 40 ans avant d'oser en parler. Dans son livre, du coup, Dans ma chair, que je vous mets aussi en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que ses parents, qui sont des érudits, qui ont fait des études à l'étranger, pourtant si instruits, en laissaient faire ça. Je vais vous laisser avec cet extrait d'interview de Katusha qui aborde justement cette question. C'est tout simplement, je n'essaie pas de justifier maman. C'est qu'elle n'avait pas le choix. Elle a préféré le faire de façon médicale, en nous amenant ce jour-là chez une tante qui était médecin. Parce que quoi qu'il arrive, moi j'étais arrivée à un âge où je pouvais me faire enlever par les grands-mères ou les tantes pour la pratiquer. Donc, comme elle le dit, sa mère n'avait d'autre choix que de mettre ses filles aux normes, à cause de la pression sociale et familiale. Et puis, de toute façon, si c'était pas la mère, elle allait se faire kidnapper par ses grands-mères ou ses tantes, et elles allaient faire ça sans anesthésie, avec
des couteaux. Apparemment, elles utilisent le même couteau pour exciser. Oh mon Dieu, c'est une horreur. Donc ouais, c'est horrible. Honnêtement, je me suis dit que j'allais me garder de donner mon avis sur cette question, mais en fait, si. Je vais donner mon avis sur l'excision parce que je ne peux pas me retenir en fait. Désolée. En fait, aucune jeune fille ne mérite de subir de telles atrocités. Pour le seul bon plaisir d'un homme qui plus est, aucune jeune femme ne mérite ça. Pour moi en fait, et mon avis, n'engage que moi, c'est une forme d'objectivation de la femme et ça me répugne et ça me révolte. La femme n'est pas un objet. Déjà, c'est une pratique illégale, c'est reconnu mondialement. Bref. Ça, c'était entre parenthèses coup de gueule et je vais continuer l'histoire. Un an plus tard, soit en 1970, la famille de Katusha est menacée de mort par le régime de Sékou Touré. Et pour mieux contextualiser, faisons un petit retour en arrière pour que je vous explique mieux. Alors, en 1961, alors que Katusha n'a tout juste que 1 an, son père a dû faire de la prison à cause de ses écrits sous le régime justement du président Sékou Touré. Il a été accusé de faire partie du complot des enseignants parce qu'il avait écrit un poème où il dénonçait les inégalités entre le peuple et les responsables de la révolution 3 ans après l'indépendance de la Guinée. Donc le père de Katusha, il sort de prison en 1964, mais au début des années 70, toujours sous le régime de Sékou Touré, il se retrouve, ainsi que sa famille, menacés de mort. Donc il n'avait pas d'autre choix que de partir en exil. C'est comme ça que Katusha s'est retrouvée exilée toute seule au Mali pendant 2 ans. Elle y subira malheureusement des abus de la part de son oncle. Je vais pas préciser quoi, mais vous vous doutez bien que c'est pas que des coups. Elle a subi des agressions, des abus physiques. Son oncle a abusé d'elle. Et en 1972, elle va enfin sortir de cet enfer et rejoindre ses parents ainsi que l'ensemble de sa famille à Dakar. Mais elle décide de ne rien dire à ses parents de tout ce qu'elle a subi. Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est trop triste. Et donc les non-dits s'accumulent. Nous sommes maintenant en 1977 et Kadiatou a tout juste 17 ans lorsqu'elle tombe enceinte de son copain de l'époque et donc elle accouche de sa fille aînée appelée Amy. Après son accouchement, sa famille, elle voulait la marier de force avec le père de sa fille pour que sa fille puisse être baptisée 8 jours après sa naissance à l'hôpital. Mais Katusha, elle se rebelle. Elle refuse catégoriquement, elle veut pas se soumettre aux exigences de sa famille et elle décide de fuir à contre-cœur, d'abandonner sa fille et de s'enfuir avec son nouveau copain en France, à Paris. Donc nous voilà à Paris, début des années 80, et le monde de la mode tombe sous le charme de Kadiatou, connue désormais sous son pseudo Katusha. Elle fait ses premiers pas dans le mannequinat en devenant tout d'abord mannequin cabine chez Lanvin. Donc un mannequin cabine, ce sont les mannequins d'essayage. Donc c'est une personne que le créateur habille en fait pour voir en fait comment est le rendu de sa création sur le corps d'un mannequin. Après son expérience chez Lanvin, elle va se faire remarquer en défilant pour Thierry Mugler et de fil en aiguille, elle s'impose sur les podiums. Elle est devenue l'un des premiers top modèles noirs de renommée internationale dans les années 80 à 90. Et elle a travaillé du coup pour les plus grands couturiers du monde. Donc Dior, Christian Lacroix, Mugler, Lanvin, Paco Rabanne, etc. Tous veulent qu'elle porte leur création et qu'elle défile pour eux. Et le milieu de la mode l'a majestueusement surnommée la princesse Peul. Elle est même devenue l'égérie d'Yves Saint Laurent. Lorsqu'elle quitte le podium en 1994, lorsqu'elle a 34 ans, elle a tenté une carrière de styliste. J'ai préféré arrêter au moment où j'étais au top niveau plutôt que de les entendre dire « Oh, les vieilles, dégagez, maintenant laissez la place aux jeunes ». Et j'ai quand même eu une chance d'être dans les meilleurs ateliers de couture en tant que mannequin cabine, par exemple, chez Saint Laurent ou chez Givenchy ou autre. Et ça a été une bonne école pour moi et ça a été logique que je crée une maison de couture. Et donc elle a fait 3
Défilés qui ont d'ailleurs cartonné. Elle a tout d'abord organisé un premier défilé au Bouddha Bar qui a été un franc succès grâce à son ami Raymond Vizin. Donc un homme d'affaires qui a fondé le tout premier Bouddha Bar à Paris en 1987 parce qu'en fait c'est une chaîne de restaurants, bars, lounge. Et le second défilé, c'était à l'espace Cardin et le dernier à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et ces 3 défilés ont été tous un franc succès. Donc tout semblait sourire à Katusha. Elle n'a plus rien à prouver puisqu'elle a une belle carrière de top modèle internationale. Elle a lancé sa marque à elle en devenant donc styliste et les défilés ont fait un carton plein. Tout semblait fonctionner. Et dans sa vie privée, elle était maman de 3 magnifiques enfants, Amy, Alexandre et la dernière qu'elle a eue avec le designer Nigel Curtis. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, elle s'appelle Hayden Curtis, qui est née en 1998. Hayden, qui a d'ailleurs suivi les pas de sa mère, donc petite parenthèse pour vous parler un peu d'elle. En grandissant, elle a décidé de suivre les traces de sa mère en devenant elle aussi top modèle. Donc elle a défilé comme sa mère pour de nombreuses marques très connues. Elle a défilé pour Fenty, Marc Jacobs, Fendi, Dolce & Gabbana. En fait, elle a défilé pour les plus grands. Elle a d'ailleurs fait la Fashion Week de New York en 2021. Elle a défilé pour les plus grands créateurs de ce monde. Donc comme je l'ai dit précédemment, tout semblait sourire à Katusha, mais quelque chose de plus sombre se passait en coulisses. Déjà, il faut savoir que Katusha avait des problèmes d'addiction à la DROGUE et à l'alcool durant sa trentaine, mais elle avait aussi perdu la garde de ses enfants. Véritable papillon de nuit, elle vivait à 200 à l'heure, en enchaînant les fêtes, les soirées, les hommes, la consommation de stupéfiants et d'alcool. Et c'est peut-être en raison de son train de vie qu'elle avait perdu la garde de ses enfants. C'est une supposition que je viens de faire là, c'est pas sûr. Mais en 2006, elle va trouver l'amour dans les bras de l'architecte Victor Laurent Cotte, de qui elle va tomber passionnément amoureuse. Et il va déclarer dans un interview de Closer plus tard, elle a été cassée dès le début de sa vie. Elle voulait tout faire, vivre le jour, vivre la nuit. Ça la rendait fragile, mais depuis la rencontre, elle avait tout arrêté. Elle ne prenait plus de stup et elle buvait moins. Les deux vont emménager ensemble à bord d'une péniche, la Petite Vitesse, amarrée près du pont d'Alexandre III vers le 8e arrondissement de Paris. Et il s'agit en fait de la péniche de Victor Laurent Cotte. Katusha avait mis plus de 40 ans avant d'oser mettre des mots, avant d'oser parler des horreurs qu'elle avait vécues étant petite. Tout simplement parce que c'était un sujet tabou. Il n'en parlait jamais dans la famille et c'est auprès de son compagnon justement dont elle était tombée follement amoureuse, donc Victor, qu'elle a osé se confier pour la première fois de sa vie sur tout ce qu'elle avait vécu. Elle a décidé de mener un combat contre l'excision en fondant avec son compagnon Victor une association dénommée KPLCE ou Katusha pour la lutte contre l'excision le 18 janvier 2006. Elle veut apporter une aide aux victimes d'excision comme elle et apporter son témoignage également. Et en septembre 2007, avec le conseil de son compagnon Victor, c'est là qu'elle va prendre la décision d'écrire son livre. C'est le récit de sa vie, de tout ce qu'elle a vécu, les témoignages de l'excision qu'elle a vécu, des abus de son oncle qu'elle a vécu, tout ça. Donc Katusha, elle était vraiment une battante. Elle voulait qu'on connaisse son histoire et elle s'est dit, allez, j'en parle, je dénonce. D'ailleurs, elle disait souvent que dans son pseudo Katusha, elle avait 2 fois le nom du chat, en anglais et en français, donc cat ou chat. Et comme les chats, elle retombait toujours sur ses pattes, entre guillemets, donc sur ses pieds. Donc depuis qu'elle a rencontré Victor, elle a réussi à calmer son addiction pour la farine, la C. Elle avait complètement arrêté et elle buvait moins. Elle s'était plutôt concentrée sur ses projets ainsi que son idylle avec son architecte. D'ailleurs, elle avait monté une affaire avec lui à Dakar, donc au Sénégal. Ensemble, ils avaient repris une affaire, donc ils ont ouvert un restaurant lounge à Dakar, le Monte Cristo. Donc tout semblait de nouveau aller mieux pour Katusha. Malheureusement, cette parenthèse de bonheur ne va pas durer. En 2008,
soit 2 ans après le début de leur idylle, le couple battait de l'aile. Donc selon le journal sénégalais L'As, c'est Victor Laurent Cotte qui aurait annoncé son intention de rompre avec Katusha, car il s'était réconcilié avec son ex-femme, donc la mère de son fils. Katusha l'aurait très mal pris et aurait juré qu'elle ne le laisserait pas le quitter. Mais sa réaction à Katusha n'aurait pas plu au fils de Victor Laurent Cotte, qui d'ailleurs avait une relation qui entretenait des rapports très tendus avec Katusha. Ils ne s'entendaient pas. Donc j'ai pas trouvé d'autres versions malheureusement. C'est le seul journal sur le web qui mentionnait ce détail. Et donc voilà, le couple il battait de l'aile. Ils se disputaient même les parts de leurs affaires communes au Sénégal. L'après-midi du 31 janvier 2008, Katusha était avec ses amis, elle a passé tout l'après-midi avec eux. Et donc elle discutait de ses projets, ils rigolaient ensemble et tout, elle semblait même être déterminée et tout. Elle était, il semblerait, très bien. Et donc en début de soirée, elle devait rejoindre d'autres amis pour dîner. Et donc elle a proposé à son ami avec qui elle a passé l'après-midi de se joindre à eux, mais ils ne pouvaient pas. Donc ils se sont dit au revoir. Et elle est partie dîner avec d'autres de ses amis. Ce soir-là, du 31 janvier 2008, il pleuvait des cordes sur la capitale. Donc pendant le dîner, tout se passait très bien. Même un peu trop bien parce que la soirée était un peu trop arrosée, surtout pour Katusha. Vers la fin. Elle était fortement alcoolisée et il était approximativement 1h du matin lorsque son taxi la dépose chez elle, donc devant les péniches. Et depuis cette nuit, donc approximativement dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2008, ni ses amis ni sa famille n'ont plus eu de ses nouvelles. Ce n'est que 3 jours après sa disparition que le fils de son futur ex-compagnon, donc Victor Laurent Cotte, avait signalé sa disparition aux autorités. Il s'appelle Dorian Cotte, en fait, le fils de Victor Laurent Cotte. Ils ont alors commencé les recherches et des plongeurs ont commencé à fouiller les environs autour de là où la péniche, la petite vitesse, était amarrée, mais ils n'ont rien trouvé. Donc bien sûr, hein, vous vous doutez bien que le monde de la mode, son entourage, mais surtout sa famille, était très inquiet, car ce n'est pas dans ses habitudes de partir comme ça sans prévenir, de disparaître. Où est-elle? Dans l'eau ou ailleurs? Morte ou vivante, séquestrée, maltraitée. Le 28 février 2008, soit près d'1 mois après le signalement de la disparition de Katusha, un passant qui se baladait près du pont Garigliano, soit à environ 5 km du domicile de Katusha, va apercevoir ce qui semblerait être un corps qui flottait dans la Seine. Donc pour être sûr, il se rapproche et ses doutes se confirment. Il s'agissait bel et bien d'un corps. De là, il contacte les autorités et la police s'est dépêchée sur place. Les vêtements portés par le corps sans vie ne laissent guère de doute aux enquêteurs. Ce sont ceux que portait l'ex-modèle Katusha Nyan le soir de sa disparition, une robe de soirée et des bottes à talons. Beaucoup de mystères entourent la disparition de Katusha qui à l'époque avait 47 ans et c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce qui va suivre. Dans l'affaire Katusha, la première piste que la police va explorer, c'est la piste du suicide. On pourrait se dire que ça tient la route, hein, vu tout ce qu'elle a eu à endurer depuis petite jusqu'à maintenant, ses problèmes d'addiction aux stupéfiants, à l'alcool, sa séparation avec celui qu'elle aimait, la perte de la garde de ses enfants. En plus, avec son compagnon, ils étaient en train de se disputer les parts de leur affaire commune, là, le Monte Cristo à Dakar. Donc ça pourrait tenir la route, mais ses proches étaient très catégorique là-dessus. Tous ceux qui l'ont connue étaient très fermes en fait sur le fait que ce n'était pas dans le tempérament de Katusha de vouloir attenter à sa vie tout simplement. Voilà, elle avait ses enfants, elle pouvait quand même les voir et elle avait tellement de projets. Elle venait notamment de finir le tournage d'un film dont elle incarnait le rôle principal. C'est le film intitulé Ramata, qui est l'adaptation du roman de l'écrivain sénégalais Abbas Dione. Elle avait également pour projet de venir s'installer au Sénégal où elle avait lancé un concours de mannequins pour jeunes filles noires et métisses, Eben top modèle. Et ses amis, c'est-à-dire les derniers à l'avoir vue le soir du 31, voire même l'après-midi du 31 janvier, hein, ils ont vu une femme joviale, déterminée, prête à conquérir le monde, rebondir,
sortir, et etc., réaliser ses rêves. Donc pour eux, la thèse du suicide ne tenait pas du tout la route. Et au fur et à mesure que l'enquête avance, la police a également écarté cette thèse. Ensuite, les policiers, ils ont également exploré la piste de l'accident, parce que ça arrive de glisser, de tomber dans la Seine et d'être entraîné par les courants. C'est quelque chose qui peut arriver. Lorsqu'ils ont exploré la piste de l'accident, Katusha s'était noyée accidentellement en tombant de sa péniche après une soirée où elle était fortement alcoolisée. Comme le soir du 31 janvier, souvenez-vous, comme je vous l'ai dit au début, il pleuvait beaucoup. Comme elle portait d'ailleurs des bottes à talons, peut-être qu'elle a glissé en essayant de regagner sa péniche. Donc à ce stade, il convient de préciser que sa péniche n'était pas directement amarrée au quai. Il y avait une première péniche qu'elle devait traverser. Ensuite, là, elle pouvait regagner sa cabine. Et donc peut-être, vu qu'il pleuvait des trombes, elle a glissé et elle est tombée entre les deux péniches. Et aussi, il faut préciser que Katusha ne savait pas nager. Donc pour la police, à l'époque, cette piste pouvait tout à fait tenir la route. Mais encore une fois, là, ses proches ont fortement refusé cette thèse. Donc dans l'émission que j'ai vue, je vous mets tout ça en barre d'infos, mais dans l'émission que j'ai vue, il y a son ami Alexandre Zouari qui était coiffeur de star, qui est catégorique sur le fait que cette piste ne tenait pas la route, qu'il lui était déjà arrivé de tomber de sa péniche, mais elle s'est accrochée, elle a réussi à remonter. Lorsqu'ils ont repêché son corps, les médecins légistes ont réalisé l'autopsie sur son cadavre et les résultats ont révélé que l'ex-top model est morte par submersion rapide sans trace de violence. Ce qui conforte les enquêteurs dans leur thèse de l'accident. Mais la famille n'est pas de cet avis, ses proches ne sont pas de cet avis. Il y a plusieurs zones d'ombre dans les circonstances de sa disparition. La famille de Katusha se pose plein de questions sur les circonstances de sa mort et les résultats de l'autopsie. Ils ne comprennent pas pourquoi le visage de Katusha était intact alors que le corps aurait, semble-t-il, séjourné plus d'1 mois dans l'eau. C'est très très bizarre. De plus, il n'y avait aucune trace de violence sur son corps. De là, en fait, la famille a décidé d'engager 2 grands avocats de renom. Tout d'abord, Maître Roland Dumas, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand, et un célèbre avocat sénégalais, Maître Ousmane Seye. Donc tous deux vont œuvrer de consort pour essayer de percer les mystères qui gravitent autour de la mort de Katusha Nyan. Donc le vendredi 7 mars 2008, la famille Nyan va déposer plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide volontaire. Donc l'enquête se poursuit et lorsque Maître Roland Dumas se saisit de l'affaire Katusha, il a fait des découvertes assez surprenantes, même au sein de la police, parce qu'il y a ceux qui étaient partisans de la thèse de l'accident et ceux qui penchent plus pour le meurtre ou encore un enlèvement qui aurait mal tourné. Et en plus de ça, en fait, le père de Katusha, lorsqu'il est allé le voir, il lui a annoncé un détail assez troublant. C'est que lorsqu'il était parti à la morgue voir le corps de sa fille, son corps était intact, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment très très bizarre dans le sens où normalement un corps qui serait resté aussi longtemps dans l'eau, on parle bien d'1 mois, normalement, il n'est pas censé être intact comme ça. Normalement, les poissons ou les insectes nécrophages auraient commencé à grignoter le cadavre. Et là, le corps, il était intact. L'autre questionnement des avocats ainsi que de la famille de Katusha concerne son sac à main. 2 jours après sa disparition, le fils de Victor Laurent Cotte, donc Dorian Cotte, aurait découvert le sac à main de Katusha à l'avant du bateau. À l'intérieur, il y avait donc ses effets personnels, téléphone portable, carte bancaire, paquet de cigarettes, chéquier, et bizarrement, ils étaient tous intacts. Pourtant, les sacs auraient, semble-t-il, été déposés à l'air libre dehors, alors que souvenez-vous encore une fois, la nuit du 31 janvier 2008, il pleuvait des trombes
sur la capitale. C'est très bizarre. Comment ça se fait que tous les effets étaient secs? Ce qui nous ramène à une autre thèse alors, à un autre questionnement. Katusha aurait-elle été assassinée? C'est le plus grand mystère de l'affaire Katushanian. Est-ce un accident ou est-ce un crime? Tout d'abord, il faut savoir que lorsque Katusha avait pris la décision de mener un combat contre l'excision, des menaces planaient sur elle. Sa position contre la mutilation génitale féminine ne faisait pas l'unanimité, surtout en Afrique. Sa voix a porté et ça dérange. Car après la sortie de son livre, les autorités guinéennes ont sorti une loi en fait. Ils ont décidé d'interdire la pratique de l'excision en Guinée. Et ça ne plaît pas aux plus grands intégristes africains. Les plus grands intégristes de cette pratique. Ils lui en veulent. Mais il y a d'autres révélations qui sont sorties au cours de l'enquête. Donc après les résultats de l'autopsie, les avocats de la famille Niane ont saisi le juge d'instruction de Paris, donc plutôt Maître Roland Dumas. Ils ont fait cette requête car il y avait pas mal de zones d'ombre autour de la disparition de Katusha Niane. Donc tout d'abord concernant l'absence de Victor Laurent Cotte et de son fils Dorian Cotte. En effet, quelques jours avant la disparition de Katusha Niane, Victor et son fils étaient absents, ils n'étaient pas dans la péniche avec elle, et même le jour de sa disparition. Pourtant, les deux vivaient avec Katusha dans la péniche. Donc les avocats de Katusha Niane ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été entendus par les enquêteurs sur les causes de leurs absences du 31 janvier au 4 février 2008. Et à ce sujet, j'ai trouvé un article sur le site de Gala. Dans la nuit du 31 janvier 2008 au 1er février 2008, Victor Laurent Cotte y séjournait sur la côte basque. Maintenant, concernant le voisin de Katusha Niane et donc de Victor Laurent Cotte, selon les avocats de la famille, le voisin n'aurait pas tout dit sur ce qu'il aurait entendu le soir de la disparition de Katusha. Il aurait entendu Katusha dire « j'ai froid, au point qu'il sorte en fait de sa péniche vers 2h du matin comme ça, lorsqu'il a entendu ça. Donc ce soir-là, en fait, Katusha, elle portait un manteau. Donc si le voisin a entendu j'ai froid, c'est que quelqu'un qui la connaissait était avec elle et donc il a enlevé le manteau. Donc comme avec Victor Laurent Cotte et son fils Dorian, les avocats, ils aimeraient aussi, ils demandent donc au juge d'instruction d'entendre de nouveau le voisin. Concernant le manteau, les avocats de Katusha demandent au juge d'entendre ses amis, donc les amis avec qui elle a dîné, sur le manteau de Katusha. Car lorsqu'on a découvert son corps, en fait, le manteau n'était pas sur elle, n'était pas avec elle. Ils ont découvert le manteau à côté du sac à main de Katusha à l'avant du bateau. Donc le sac, qui pour rappel a été découvert à l'avant justement du bateau, sans aucune trace d'humidité, alors qu'il aurait passé la nuit entière à l'air libre, sachant qu'il pleuvait. Et c'est seulement 2 jours après la disparition de Katusha Niane que Dorian Cotte, donc le fils de Victor Laurent Cotte, aurait ramassé ce sac à main qui se trouvait à l'avant du bateau. Mais la question qui se pose, et que sûrement vous vous posez et que moi je me pose aussi, c'est que pourquoi le paquet de cigarettes, le chéquier, tout ce qu'il y avait dans le sac à main était intact? Il n'y avait aucune trace d'humidité. Telle est la question. On se le pose jusqu'à maintenant. Donc pour toutes ces interrogations, en fait, les avocats de Katusha Niane demandent au juge d'instruction de réentendre le fils de Victor Laurent Cotte, donc Dorian Cotte. Sachez cependant qu'il s'agit bel et bien d'une réaudition car le juge d'instruction, il avait déjà entendu Dorian Cotte et Victor Laurent. Et c'est à l'issue en fait justement de cette première audition qu'on sait que les rapports que Katusha entretenait avec Dorian Cotte étaient conflictuels, ils ne s'entendaient pas. Mais donc, comme je me le répète à vous dire, les avocats aimeraient les réauditionner, surtout par rapport aux affaires communes qu'ils avaient au Sénégal, donc le restaurant lounge Monte Cristo, et pour certains, les comptes n'allaient pas bien, alors que pour d'autres, les comptes se portaient très bien, mais qu'en est-il de la réalité? Et sur la question du sac à main, justement, les avocats, ils aimeraient savoir pourquoi est-ce que le fils Cotte, Dorian Cotte, a attendu plusieurs jours avant de signaler qu'il a découvert le sac à main, etc. Les autres interrogations des avocats concernent les résultats vraiment troublants de l'autopsie de Katusha Niane. Donc les avocats, en fait, ils aimeraient entendre le médecin légiste qui a réalisé l'autopsie pour
savoir très exactement combien de jours est-ce que le corps de Katusha Nyan a séjourné dans l'eau, parce que les conclusions de l'autopsie, ça laisse vraiment perplexe. Tout d'abord, le médecin légiste a confirmé que le visage de Katusha Nyan était bel et bien intact alors que ses pieds et ses mains étaient atrophiés. Ensuite, il a également confirmé qu'il n'y avait pas d'eau dans son ventre. C'est assez bizarre pour un corps censé avoir séjourné pendant près d'un mois dans l'eau. Et enfin, sur les aveux de la voyante de Katusha. Tenez-vous prêts car c'est encore plus troublant. Donc la veille de sa disparition, Katusha, elle avait contacté sa voyante au téléphone, sa voyante qui se situe au Sénégal. Elle a confié à sa voyante qu'elle était sur le point de dénoncer une personne de son entourage. Donc cette personne, on va l'appeler Xavier. Comme l'enquête est toujours en cours jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, les personnes, elles se sont gardées de révéler l'identité de cette personne que Katusha voulait balancer pour ne pas gêner l'instruction. Donc, on va appeler cette personne Xavier. Selon Katusha, Xavier voulait la tuer et elle voulait le balancer pour ça. Et cette personne, donc Xavier, faisait partie de l'entourage très proche de Katusha. Autre chose, Katusha a dénoncé une autre personne que nous allons appeler cette fois-ci Yves. Donc lorsque Katusha était en vacances au Sénégal, la veille de son retour à Paris, elle a décidé de dénoncer Yves pour trafic de DROGUE. Et donc Yves n'aurait pas apprécié que Katusha l'ait dénoncé comme ça à la police sénégalaise. Donc au vu de cette dernière révélation, les avocats de la famille Nyan ont demandé au juge d'instruction de Paris d'envoyer une commission rogatoire au juge à Dakar pour pouvoir entendre la voyante de Katusha, Xavier ainsi que Yves. Donc une commission rogatoire, c'est lorsqu'un juge va charger un autre juge, dans le cas là c'est le juge de Paris qui va charger au juge de Dakar, d'instruire et de rechercher des éléments de preuve dans une affaire. Mais la question, c'est qui a tué Katusha? Cela fait maintenant 14 ans que nous attendons le fin mot de ce grand mystère entourant la disparition de Katusha. Est-ce son engagement dans la lutte contre l'excision qui a causé sa perte? Est-ce lié à ses relations amoureuses? Est-ce à cause de ce qu'elle a dénoncé à la police sénégalaise? Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours. J'ai essayé de voir sur internet où est-ce qu'ils en sont dans l'enquête, etc. Vu qu'il y a une enquête à Paris et une enquête aussi au Sénégal, mais il n'y a pas d'actualité sur l'affaire en 2022, mais espérant que le grand mystère sera enfin résolu pour qu'elle puisse reposer en paix et pour que sa famille puisse être en paix. Si vous voulez savoir quelle est ma théorie sur la disparition de Katusha, même si je pense qu'elle n'intéresse personne, mais bon, moi je penche plutôt pour l'enlèvement de Katusha suivi de son assassinat qu'ils ont par la suite voulu maquiller en noyade. Car il est impossible qu'un corps qui soit resté un mois dans l'eau soit aussi intact et qu'il n'y ait même pas d'eau dans le ventre du cadavre en fait. Normalement, un corps qui reste dans l'eau comme ça pendant longtemps, enfin après j'ai pas fait des études de médecine, mais c'est la logique pour moi en tout cas, normalement il aurait dû gonfler, changer de couleur et dans la plupart des cas, ça arrive assez fréquemment. Normalement, les poissons et les insectes nécrophages qui se trouvent dans l'eau auraient déjà commencé à grignoter les tissus mous et grignoter le cadavre en fait. Le mystère est toujours là concernant la disparition de Katusha Nyan et j'adresse mes sincères condoléances à la famille Nyan ainsi que les proches de Katusha pour leur perte et j'espère très sincèrement que justice leur sera rendue. Kadiatou Tamsir Nyan a été inhumé le 14 mars 2008 à Conakry, en Guinée, lieu de sa dernière demeure. Et où la dépouille de son père, Djibril Tamsir Nyan, décédé le 8 mars 2021, la rejoint et repose depuis le 15 mars 2021. Donc, je renouvelle mes condoléances à la famille. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo qui est vraiment triste. Beaucoup de mystères entourent encore sa disparition, mais j'espère vraiment qu'ils lèveront le voile sur ce grand mystère. J'espère que l'enquête avance toujours et qu'on aura tôt ou tard la vérité sur ce qui lui est réellement arrivé. J'espère que ça sera pas juste
un cold case quoi. Guys, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Elle a été vraiment compliquée à tourner, vraiment difficile. D'habitude, je mets moins de temps à tourner une vidéo et là, ça fait 4 heures que je suis dessus. Je suis éclatée. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle est votre théorie sur cette affaire. Et surtout, s'il vous plaît, commentez, likez et partagez au maximum. Partagez pour que plus de gens connaissent l'affaire. Qui sait, peut-être que ça fera bouger les choses, mais s'il vous plaît, partagez. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, mettez en commentaire Katusha. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Agrandissez la famille, partagez, rejoignez-nous. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin, il y a Anna Luisa qui a préparé ça pour vous. Un produit acheté, le deuxième est à 40%. Je vous mets tout ça en première ligne dans la barre d'infos. Et si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez surtout pas. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!